bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté. On sait qu'un emploi du temps chargé vous attend, mais vous avez accepté de recevoir Vox Africa et de permettre aux Africains d'en savoir davantage sur vous, sur vos luttes. Pour commencer cette émission, nous faisons un portrait de l'invité. Mais ce portrait n'est pas fait par un journaliste, il est fait par les Africains. Okay. Nous avons baladé notre micro dans plusieurs pays africains et je vous propose tout de suite de voir ce que les Africains pensent de vous. Connaissez-vous cette personnalité? Madame Simone Bagbo. Madame Simone Bagbo. Madame Simone Bagbo. Simone Bagbo. Ah, c'est Madame Simone Bagbo. C'est bien elle? Oui, c'est bien elle, c'est bien elle. C'est Madame Simone Bagbo de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de Simone Yvette Bagbo, l'ex-première dame, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ah, une femme courageuse, une femme pleine d'énergie, une femme qui aime profondément son pays. Très grande dame, femme politique ivoirienne. C'est une femme brave, c'est une femme qui sait où elle va, c'est une femme qui ne recule devant rien. C'est une dame de fer, elle n'abandonne pas, elle sait ce qu'elle veut, elle tombe et elle se relève. C'est une femme forte. Je pense qu'elle continue même ses combats. Cette fois-là, le combat de tous les Ivoiriens. Elle ne se limite pas à la femme. Une Africaine comme il n'y en a peut-être pas beaucoup. Elle incarne le leadership féminin, pas au féminin. C'est une femme très battante et qui a des visions et a l'intention aussi encore de vraiment conclure beaucoup de choses. Simone Bagbo a été de toutes les luttes de son époux Laurent Gbagbo. Elle a mené plusieurs combats aux côtés de son ancien mari. Et dans le cadre pour restaurer la dignité de la femme, je pense, je l'ai vu dans plusieurs combats sur divers canaux. Je trouve qu'elle a mal influencé la politique de son mari parce qu'elle a divisé la Côte d'Ivoire en plusieurs parties. Disons même en deux parties. Il y a les étrangers et les autochtones. Entre 2000 et 2011, on lui prête même le statut de vice-présidente. C'est une femme qui a un caractère très fort. Mais j'ai le sentiment qu'elle n'a pas été très bien comprise ou qu'elle a été incomprise. Elle est même candidate à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle doit apprendre à aller se reposer. C'est pas la peine qu'elle continue. Parce que si moi j'étais vraiment en Côte d'Ivoire, je ne la voterais pas. C'est l'un des combats que nous menons en Afrique, celui-là qui consiste justement à dire aux aînés, vous avez combattu le bon combat. Le divorce est désormais consommé. Laurent Gbagbo a demandé le divorce et puis elle a décidé d'aller s'engager dans un autre parti politique où elle est d'ailleurs, au regard des dernières informations, candidate à la présidentielle en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Terminant, Simone Bagbo qui est présidente, non, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je crois qu'il mérite mieux. Elle ne fera pas une bonne présidence pour le pays. Mais elle est quand même un carburant, une essence, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes politiques africaines. C'est une référence en matière de politique féminine sur le plan africain. Simone également fait partie de ces femmes-là qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Comme c'est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique, c'est quelqu'un qui ne lâchera rien et qui va continuer à travailler pour une meilleure Afrique. Coupé. Voilà. Madame Simone Bagbo, vous venez de voir ce que les Africains disent de vous. Nous avons fait le Cameroun, la République de Guinée, naturellement la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Une chose est marquante, c'est qu'on vous connaît partout en Afrique déjà. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, ce que vous venez de suivre? Bon, le premier constat que je fais, c'est que je suis connu en Afrique. La seconde chose, c'est que la majorité de ceux qui ont parlé ont dit du bien. Celle du Burkina Faso a dit qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce que je fais. Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle... On ne peut pas plaire à tout le monde aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et puis tout le monde ne peut pas vous comprendre. Justement. Oui, donc moi voilà un petit peu ce que je retiens. Alors il y a un commentaire de quelqu'un qui a dit « Vous êtes peut-être incomprise ». Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été à un moment donné une femme incomprise? Incomprise, oui, parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai été l'objet d'attaques, de discrimination.
Et évidemment, ça fait écho dans certaines régions, même de la Côte d'Ivoire et puis de l'Afrique et même du monde. Et donc, bon, ça aussi, c'est repris. Voilà, c'est le prix à payer quand on fait de la politique. Ah oui, voilà. C'est le prix à payer. Si vous permettez, je veux, au début de cette émission, qu'on fasse un peu d'histoire. Parce que pour une fois qu'on vous a, il y a des zones d'ombre qu'on aimerait pouvoir éclaircir avec vous, clairement. Je vous écoute. Qu'est-ce qui, selon vous, marque la véritable rupture politique entre vous et l'ex-président Laurent Gbagbo? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on a du mal à cerner ce qui s'est réellement passé. Ben là, vous me posez une question difficile. Elle n'est pas difficile. Il y a à un moment donné une rupture que je pourrais qualifier même d'idéologie. Je ne sais pas s'il y a une rupture idéologique. Je pense que dans la gestion des vies, il y a des moments où vous êtes d'accord, et puis il y a des moments où vous n'êtes plus d'accord, et puis que ça provoque de la distance. Mais je ne crois pas que la rupture soit d'ordre idéologique. Non. Voilà. Non. Alors moi qui suis un peu la politique ivoirienne, Madame Simone Gbagbo, je dois dire que les conflits de position à l'intérieur de votre mouvement à l'époque ne datent pas d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui c'est à l'ère publique, mais on sait déjà qu'à l'intérieur, vous n'étiez pas d'accord et vous l'avez fait savoir sur un certain nombre de choses. Oui, ben, j'estime que c'est normal ça. Quand vous êtes ensemble dans une organisation politique, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et quand vous n'êtes pas d'accord, il est bon de le dire. C'est qu'on fait la critique interne. Voilà. Alors, à ce moment-là, si on revient sur le passé, selon vous, quelle est la plus grosse erreur qu'a commise Laurent Gbagbo? Je pense que dans ce problème que nous avons connu en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a été acculé par la communauté internationale à aller à des élections, alors que la situation ne se prêtait pas à des élections. Mais il a été vraiment acculé, non seulement à aller à des élections, mais à accepter Alassane Ouattara comme candidat à ces élections-là. Et je dois dire que le président Gbagbo a été tellement désireux de réussir à réunifier le pays, à sortir de la guerre dans son pays, que finalement il a cédé pour pouvoir mettre fin à cette division qu'il y avait dans le pays. Et bon. Est-ce qu'il a trop cédé selon vous? Je pense oui. Je pense oui. Qu'à la fin, il a cédé, mais est-ce qu'il pouvait faire autrement que de céder? Je n'en sais rien. Vous étiez de l'intérieur. Je ne dirigeais pas le pays. Moi, on disait que vous étiez une femme très influente, Madame Simone Gbagbo. Vous l'avez suivi dans l'élément. Les gens disaient même que vous étiez carrément la vice-présidente. Ben, justement, ça, c'est ce que j'appelle les attaques et les accusations venant de structures étrangères qui auraient souhaité que je sois moins présente. Mais bon, ça c'est mon caractère, je suis présente et puis j'estime qu'il y a des combats à mener, il ne faut pas se mettre aux abonnés absents quand il y a des combats à mener. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la plus grosse erreur de Laurent Gbagbo à ce moment-là, c'est d'avoir cru à la France, notamment aux dirigeants français? Je leur dirais que la France n'est pas bonne conseillère en Afrique. Ni aujourd'hui, ni hier. Voilà ce que je dirais. Alors, je voulais qu'on fasse ce petit point d'histoire parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée, Madame Simone Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé aussi. Est-ce qu'on peut penser, avec tous ces éléments que je viens de citer, que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Réconciliée? Oui. Mais la Côte d'Ivoire est très loin d'être réconciliée. C'est un des défis que nous avons aujourd'hui à surmonter et à affronter. C'est la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Mais ce retour de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, vous-même, vos libérations, j'ai envie de dire vos réinjections dans le jeu politique, est-ce que ce n'est pas des actes
qui peuvent être considérés comme des actes ayant matérialisé, ne serait-ce qu'un début concret de réconciliation? J'ai salué ma sortie de prison. Évidemment, quand vous êtes en prison, vous êtes intéressé à sortir de prison. Donc j'ai salué ma sortie de prison et j'ai remercié le président Alassane Ouattara qui a pris cette décision-là de me sortir de prison en même temps que 300 autres personnes qui étaient des prisonniers politiques dans le pays à cette époque. J'ai salué le retour du président Gbagbo et j'ai salué le retour du Blé Goudé. Je considère que ce sont des actes de justice. À aucun moment, le président Gbagbo n'a mérité de se retrouver à La Haye, ni Blé Goudé, ni moi en prison. Et donc, si ça s'est fait, je considère que ce sont des actes de justice qui sont réalisés à notre direction. Ceci dit, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a réconciliation. Parce que pendant la crise ivoirienne, nous avons connu des morts. Nous avons connu des destructions. Nous avons connu des personnes qui ont perdu tous leurs biens. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur position. Qu'est-ce qui leur a été fait, proposé comme réparation, comme restitution même de leurs biens? Rien du tout. Donc, il y a encore beaucoup à faire sur le chantier de la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, selon vous, pour définitivement réconcilier les Ivoiriens? Parce que, malheureusement, on est en train d'aller à 2025. C'est une nouvelle élection. Qui dit élection, malheureusement, en Afrique, dit souvent source de tension. C'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre, Mme Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire en 2025? Ce n'est pas l'absence de réconciliation qui risque de créer un problème pour les élections-ci. La réconciliation, c'est tout un processus, toute une série d'actes qu'il faut poser. Dans ce pays, nous avons eu des victimes. Il faut les reconnaître. Ces victimes-là, ce ne sont pas seulement des personnalités politiques. Il y a également dans la population des villages qui ont été détruits, des gens qui se sont retrouvés chassés de leur maison, des gens dont les plantations leur ont été arrachées. Il faut s'asseoir, il faut régler cela, il faut réparer, il faut restituer les biens. Donc ce n'est pas des élections qui règlent ces problèmes. Mais à quoi a servi le ministère de la Réconciliation depuis sa création? Alassane Ouattara avait eu un ministère de la Réconciliation. Selon vous, il n'a servi à rien finalement. Parce que quand je vous écoute, on est très loin d'avoir... Ils ont produit des documents. Oui. Mais les documents n'ont jamais même été officialisés, mis à la disposition des uns des autres et mis en application. En tout cas, il n'y a rien eu. Est-ce que c'est pas, je reviens sur ma question, est-ce que ce n'est pas un gros risque d'aller à une nouvelle élection sans avoir réglé le problème de cette élection qui date, mais qui n'est pas totalement soldée? Est-ce que ce n'est pas un risque qu'on recourt, puisqu'on sait le niveau de tension et de passion qui anime généralement les élections? Alors, je reprends en disant, ce qui va faire la tension des élections, c'est autre chose. Ce n'est pas la réconciliation qui va faire la tension aux élections. Ce qui va faire la tension pour ces élections-ci, c'est que le cadre même des élections, le système électoral qui est mis en place, il n'est pas adéquat. Il n'est pas accepté, il n'a pas provoqué la confiance des Ivoiriens. C'est ça qui est le vrai problème. Nous avons une CEI qui est censée être une structure autonome, indépendante et qui ne l'est pas. Et donc déjà, ça crée de la méfiance. Nous avons une liste électorale que l'opposition demande d'aller visiter de près, de manière à ce que cette liste électorale-là soit revisitée, vidée de tous ceux qui n'ont pas droit à participer à des élections et qui sont sur les listes, enrichie de tous ceux qui ont droit à participer à ces élections et qui ne sont pas sur les listes. Mais nous venons de faire une révision des listes électorales. On nous avait annoncé 4,5 millions de personnes qui devaient être inscrites comme nouveaux électeurs sur la liste. Ils n'ont pu saisir que 1,5 million de personnes. Dans les pipes, il y en a beaucoup d'autres qui veulent être
sur la liste électorale, mais qui n'ont pas pu l'être. Ce sont ces tensions-là qui risquent de créer des difficultés. Quand vous regardez un petit peu le système, la machine qui est mise en place, au centre, n'est-ce pas, au niveau national, vous avez ce qu'on appelle la CEI nationale. Dans cette CEI nationale-là, vous avez des représentants de partis politiques et la majorité dedans, c'est des gens qui sont RHDP ou pro-RHDP. Cela crée déjà un déséquilibre et ça crée déjà la méfiance. Nous avons proposé, nous, en tant que parti politique dans l'opposition, que dans cette CEI-là, nous puissions vider tous ceux qui sont représentants de partis politiques. Pour que définitivement, nous n'ayons plus de partis politiques à l'intérieur de la CEI. Nous avons donc demandé pour ça que l'on organise un véritable dialogue politique pour discuter de cette question avec ceux qui sont au gouvernement, mais nous n'avons pas encore été entendus jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui peut être fait, Mme Gbagbo? On a vu récemment que vous vous êtes réunis, certains partis de l'opposition, avec le PDCI-ADA, le projet de Charles Blé Goudé. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire à moins d'un an de l'élection? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est réellement faisable? Déjà pouvoir, avec ceux du gouvernement, s'asseoir. Au moins s'asseoir. Ça peut se faire, ça. Que l'on s'asseye et que l'on discute de ces différentes questions.